Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il s'appelle David Maraga, il est le juge en chef de la Cour suprême du Kenya. Il dit ne craindre personne à part Dieu et la loi. Le 1er septembre 2017, il a au nom de la juridiction qui préside annulé tout simplement la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta pour irrégularité et illégalité. Une décision saluée de tous sur le continent. Mais comment faire pour que le cas kenyan fasse école? L'Afrique est-elle sur la voie d'une réelle démocratie électorale? Doit-on repenser les systèmes électoraux sur le continent? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Jean-Bernard Bikim, un habitué de mon plateau maintenant. Vous êtes analyste stratégiste. Merci, Jean-Bernard Bikim, d'avoir accepté notre invitation. Brice Nzamba, un autre habitué de mon plateau, vous êtes avocat au barreau de Paris, président du siècle, du moins du club Réflexion République Nouvelle. Merci maître d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Richard. Et un deuxième juriste à côté de lui, Vivien Monango, vous êtes juriste, vous enseignez le droit à l'université de La Rochelle en France. Merci monsieur Monango d'avoir accepté notre invitation. Merci. 54,27%, c'est le score triomphal obtenu par le président Kenyatta à la présidentielle du 8 août 2017. Un scrutin jugé transparent qui a satisfait les observateurs internationaux. Seulement voilà, la victoire du président Kenyatta est aussitôt contestée par Raila Odinga, son principal challenger. Mais l'opposant Kenya a deux choix: régler le contentieux électoral par la machette comme en 2007 ou faire confiance à la justice de son pays. Il a choisi la deuxième option et le 1er septembre 2017, la Cour suprême du Kenya lui donne raison. C'est un sujet de la rédaction signée Sharon Kamara. L'élection présidentielle de 2017 au Kenya aura marqué l'histoire de la démocratie électorale en Afrique. Alors que le président sortant, Uhuru Kenyatta, a été réélu à la suite du scrutin du 8 août 2017, jugé transparent par les observateurs internationaux, son principal opposant, Raila Odinga, a très vite saisi la Cour suprême. L'opposant a exigé une enquête sur des soupçons de fraude. Une action qui a conduit pour la première fois à l'annulation d'une élection présidentielle au Kenya. Cette décision prise par la Cour suprême du Kenya a attesté de la prééminence du rôle que joue aujourd'hui le juge suprême kenyan, qui administre ainsi une bonne leçon historique à l'ensemble de leurs confrères africains, comme quoi en démocratie, il faut savoir avoir parfois l'audace pour faire respecter l'état de droit. Raila Odinga, le candidat de l'opposition, se présente à sa 4e et dernière élection présidentielle à l'âge de 72 ans. Le candidat du mouvement démocrate Orange avait déjà fait appel à la Cour suprême lors de l'élection de 2013, mais sa plainte avait alors été rejetée. Cette décision de la Cour suprême d'annuler le scrutin n'a pas été approuvée par le président sortant Uhuru Kenyatta, même si celui-ci a déclaré la respecter. Peace. La paix. Peace. La paix. And I repeat again, peace. Et je le redis encore, la paix. Your neighbor. Votre voisin doit rester votre voisin. Your neighbor. Regardless. Peu importe ce qu'il se passe. L'homme et la femme près de vous doivent rester vos voisins. Et ce, peu importe leur sensibilité politique. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratisation de l'Afrique, un jugement a été fait par une cour pour dénoncer l'irrégularité de l'élection d'un président. C'est un jugement sur un président qui est en poste. Je veux profiter de cette opportunité pour remercier les juges de la Cour suprême d'avoir fait cela pour la postérité. Une décision qui contraste pourtant avec les conclusions des observateurs internationaux. La commission électorale doit maintenant organiser un nouveau scrutin, initialement prévu pour le 17 octobre 2017. Celui-ci a été reporté au 26 octobre. Subsistent cependant des doutes sur la capacité de la commission électorale à organiser ce scrutin dont la Cour suprême exige la tenue avant le 31 octobre 2017. Messieurs, commençons notre émission par ce qui peut paraître anecdotique, mais qui mérite quand même d'être relevé. Après avoir annulé la réélection du président Kenyatta, le juge David Maraga découvre sur son compte un virement de 5 millions de dollars.
Et il dit ceci à son banquier, je le cite, « J'ai mon salaire, ça me suffit. Ces 5 millions de dollars ne sont pas à moi, retournez-les à l'expéditeur, quel qu'il soit. » Le juge a toutes les vertus, dirons-nous. Monsieur Nzamba. Oui, écoutez, je ne sais pas s'il a toutes les vertus. En tout cas, il a la vertu de savoir être fidèle aux principes qui organisent l'état de droit dans son pays, et notamment la circonstance de se dire que, comme nous on le sait en droit, il y a ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause. Donc on ne peut pas, à partir du moment où il y a un mouvement financier dans son compte bancaire et dont on ignore la cause ou la provenance, la prudence voudrait pour un homme de droit de dire à son banquier de prendre toutes les mesures conservatoires pour que cet argent, s'il est possible, que ça soit rapatrié vers le lieu où le virement a été fait. Mais ceci étant dit, il faut surtout faire remarquer que pour qu'un état de droit puisse prévaloir, il faut qu'il y ait des hommes qui se dévouent au respect ou pour faire respecter et au respect des principes qui organisent l'état de droit. Parce que l'état de droit, ce n'est pas que de la rhétorique. L'état de droit, ce n'est pas que des textes qui sont écrits avec le français ou l'anglais le plus extraordinaire. L'état de droit consiste précisément, quand le droit est menacé, et même quand il n'est pas menacé, de pouvoir le vivre dans la réalité. Et moi, je pense que ce juge, il montre le schéma. Il envoie un message au niveau de tout le continent africain en disant que quand on a un devoir à accomplir, quand on a une charge, il faut l'accomplir, en respectant les principes pour lesquels on a été choisi, pour lesquels on vous a confié la charge, au-delà des allégeances partisanes ou tribales ou autres. Donc moi, je pense que le Kenya ouvre, avec cette décision, il y a l'avènement, en fait, des héros de l'état de droit. Vous pensez que le juge David Maraga et ses autres collègues de la Cour suprême sont des héros? Jean-Bernard Bikim, très rapidement, le cas kenyan peut-il faire école sur le continent? Doit-il faire école sur le continent? Le cas kenyan, qu'on le veuille ou non, s'impose d'ores et déjà à tous les pays africains. Pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, le Kenya vient de mettre en œuvre ce que dénoncent depuis des années plusieurs scientifiques, dont Georges Balandier, dont Joseph Nier, qui disent, attention, les rapports qui fédèrent les uns et les autres sont biaisés du début à la fin. Et ces biais génèrent toutes les tensions et les conflits qui gangrènent les sociétés et qui, derrière, profitent à une minorité. Ce qu'il faut retenir dans ce qui s'est passé... De l'attitude et du comportement du juge David Maraga. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les juges ont pris conscience du rapport qui a été fait par la FDH, qui portait sur les élections de 2007-2008, où il y a eu des milliers de morts. Il ne faut pas l'oublier, il y a eu des milliers de morts. 1500 morts. Des milliers de morts. Oui. Et sur ces milliers de morts, il y a 3/4 de ces massacrés l'ont été par les forces de police nationales du Kenya. Et derrière, il y a eu un consensus pour dire plus jamais ça. Ils ont pointé 2 secteurs, le domaine de la justice et le fameux système électoral. Donc à partir du moment où les juges se disent attention, nous nous sommes réunis après un choc traumatique qui est toujours, parce qu'il y a encore des déplacés à ce jour. Donc il faut prendre toutes les mesures de prudence nécessaires pour éviter qu'on retombe dans le même schéma avec cette fois-ci des risques énormes. Et je pense, pour en finir, il donne par là aussi un grand coup de pied au cul à la Fondation Carter, à la Commission européenne, à la Commission de l'Union africaine, qui ont validé... Enfin, l'expression n'est pas très élégante, mais on comprend ce que vous voulez dire. Qui ont considéré que le scrutin était valide. Était transparent. Voilà. Et oui. Vijay Manangou, le président David Maraga de la Cour suprême du Kenya dit ceci, à nouveau, je le cite, « Une élection doit être annulée si elle n'est pas conduite dans le cadre strict de la loi et si des irrégularités, même les plus minimes, ont affecté le résultat. » Et moi, je rencontre un diplomate européen qui dit « Oui, mais attention, si déjà nous n'avons pas les sous pour organiser les élections et que nous devons les annuler de façon intempestive, on ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Alors moi, je suis assez... moi qui suis plutôt d'accord avec le juge... Chief Justice. Chief Justice, exactly. Maraga,
Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point, sur cette citation précise. C'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'une élection doit être annulée à partir du moment où il y a des irrégularités. Même les plus minimes. Même les plus minimes, oui. Je suis Dans pas le d'accord. casting de la loi, et si des irrégularités, même les plus minimes, ont affecté le résultat? Non, parce qu'il s'agit là d'une interprétation trop stricte, trop rigoureuse, qui peut conduire à des situations assez ubuesques. Je rappelle par exemple qu'en France, le Conseil constitutionnel n'annule une élection que lorsque les irrégularités constatées sont de nature à fausser l'économie globale de l'élection. Oui, mais c'est ce qu'il dit quand même. Non, parce que si elles sont minimes, elles ne faussent pas l'économie globale. Vous avez 62%. D'accord? Oui, on est d'accord. On se rend compte que, bon, il y a eu 1% ou 2% qui relèvent des irrégularités. Oui, mais c'est la règle du jeu. Attendez. Oui, c'est très bien. Mais non, oui, une élection, elle est validée. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a s'il y a zéro irrégularité. Non. Je pense qu'il faut faire attention parce que sinon on tombe de l'autre côté. Oui, on peut sanctionner sans annuler. On peut sanctionner sans annuler. Donc ça, c'est pas pour dire qu'il n'a pas pris une bonne décision, bien au contraire, je pense que cette décision, il fallait la prendre. Mais je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire que lorsqu'il y a des irrégularités, aussi minimes soient-elles, il faut que ça conduise à une annulation. Pour le reste, cette décision est une très grande décision, c'est une décision historique. Je doute qu'elle fasse école, parce que vous savez que dans les régimes autoritaires, qui aujourd'hui est la marque de fabrique en Afrique, puisque nous parlons de ce continent-là, il y a 3 piliers. Il y a l'armée, les forces publiques, l'armée-police, qui sont là pour la répression, la conservation du pouvoir. Il y a la justice, appendice du pouvoir exécutif, dont la mission est en réalité de dire le droit pour les gouvernants. Et la dernière chose, il y a le clan famille, donc l'ethnie qui est superposée à la force politique. Et donc, si on arrive à faire fissurer ce trio, c'est-à-dire à retirer la justice, une partie du système s'effondre, ou même l'essentiel du système s'effondre. Donc, il sera bien de voir dans les jours à venir comment vont réagir les autres cours constitutionnels, Conseil constitutionnel du Conseil. Comment vont réagir les autres cours constitutionnels, justement, Maître Nzamba? On les salue aujourd'hui en héros parce qu'ils ont annulé, les juges de la Cour suprême du Kenya, je veux dire, parce qu'ils ont annulé la réélection d'un président sortant, donc président en exercice. Mais ils auraient pu valider la réélection du président à travers une décision irréprochable. On ne les aurait pas salués en héros. Qu'est-ce qui explique qu'on devienne un héros parce qu'on a invalidé la réélection d'un président? Oui, voilà, ça c'est une très bonne question parce que en fait, il n'y a pas de, comme on dit, à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Voilà, parce que aujourd'hui, les juges, ils auraient pu se dire, il ne faut pas fâcher celui qui est au pouvoir, parce que celui qui est au pouvoir, c'est lui qui a la force publique, comme on l'a dit tout à l'heure, il a la force publique, il a la capacité donc de réprimer. Alors si on prend cette décision, déjà on n'est pas sûr d'arriver jusqu'à chez nous, on va peut-être venir nous chercher après. Donc le plus simple, c'est plutôt d'annuler lorsque l'adversaire gagne en général. Alors lorsque vous expliquez que les cours constitutionnels qui valident la réélection des présidents sur le continent, c'est pas peur d'insécurité. C'est pas souci de sécurité pour les personnes. Il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui détient le pouvoir en Afrique, notamment en Afrique francophone, en Afrique centrale, pour être plus précis, contrôle l'armée. Et donc, quand on est juge constitutionnel, parce que aujourd'hui, pour ne pas répéter ce que vient de dire mon collègue d'à côté, mon compatriote, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'armée qui peut assurer la répression, mais souvent, derrière une fraude électorale, se trouve la caution juridique et morale de la Cour constitutionnelle. Oui. Donc, les juges constitutionnels, en ces moments-là, en général, c'est plus simple pour eux de dire que le chef d'État sortant est réélu, parce qu'ils savent que la force est de son côté, et donc ils sont en sécurité. Alors, dire que son adversaire est élu, alors là, c'est prendre le risque de leur propre sécurité personnelle, mais aussi de leur famille, et aussi entraîner le pays, celui qui est déclaré vaincu. Hein. Non, mais en général, quand celui qui a le pouvoir vous protège, en général, c'est lui qui a la force publique, et c'est plus simple. Et c'est pour cela que moi, je pense que, contrairement à ce qu'a dit notre collègue d'en face, ce n'est pas pour assurer la paix. Je pense que c'est une décision qui a été prise sur la base des principes qu'il fallait faire respecter et que c'est héroïque que de prendre une décision contre le puissant. Voilà, parce que c'est ça, hein, pour moi l'héroïsme c'est ça. Juste rebondir sur ce que dit M. Zamba. Très rapidement. Quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Un mot essentiel et un concept essentiel, le devoir d'ingratitude.
Le devoir d'ingratitude, ça a été théorisé par Badinter. C'est-à-dire, ça veut dire simplement, toujours très rapidement, il faut se débarrasser, il faut être ingrat vis-à-vis de l'autorité qui vous a nommé. C'est ça, c'est la transgression. C'est la transgression. C'est ça. Le juge... Ah non, c'est même pas la transgression. Il faut leur travail, si vous voulez, sans se poser la question. Sans se poser la question. Est-ce que ça mécontente exactement. ou pas? Et je rappelle que le juge Maraga a été nommé en 2016 seulement. Oui. Et donc par... Le président Kenyatta. Par le président Kenyatta. Oui. Donc c'est doublement historique cette affaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu l'autorité qui lui a nommé un an avant, il a simplement vu le droit. Et ça, c'est super. Jean-Bernard Bekim, alors ceux qui sont contre des annulations qu'ils appellent intempestives des élections, disent une élection, ça coûte cher. Et quelques chiffres. 483 millions de dollars seront nécessaires pour la RDC pour organiser ces élections. 30 milliards de francs CFA ont été dépensés en Côte d'Ivoire en 2015, 38 milliards de francs ont été dépensés au Niger en 2016 à l'occasion de l'élection présidentielle. Le coût des élections, on le voit, est exorbitant. Et ceci dans un pays où quelquefois vous avez des enfants qui n'ont même pas de banc pour s'asseoir à l'école, ou dans des centres de santé, il n'y a pas des médicaments même les plus génériques. Alors, je reviendrai sur ce que mes collègues ont dit en face, d'un mot d'un seul. C'est des juristes, je vais quand même leur rappeler une chose, que faites-vous de la séparation des pouvoirs, qui est inscrit dans toutes les constitutions? Le juge Maraga s'est fondé uniquement sur ce principe-là, la séparation des pouvoirs. Point. Et derrière, le Kenya a toujours les stigmates de ce qui s'est passé en 2007-2008. Elles sont toujours bien présentes. Donc dire qu'aujourd'hui, il a pris un risque, non. Moi, je pense simplement que ce monsieur a ouvert, pas un sentier, mais une route que les autres cours devront, qu'elles le veuillent ou non, prendre, parce que sinon, c'est la rue. D'accord. C'est la rue qui se mettrait en face de l'armée et des polices. Pour ce qui concerne une réorganisation des élections annulées, eu égard au coût qu'elle entraîne, quelle est votre position, votre avis sur la question? Nous voilà revenus vers la notion de don et de prêt fait aux pays africains. Et ce qui nous renvoie vers ce qu'il appelle, ce que j'appelle tout à l'heure, avant que l'émission ne commence, les interdépendances asymétriques et surtout les relations transnationales entre structures décisionnelles et structures organisationnelles. Alors pour faire simple, s'il vous plaît. Pour faire simple, aujourd'hui, chaque élection africaine, c'est l'occasion pour un prestataire occidental technologique, donc technique, bien, un opérateur technique justement, de mettre en application son système. Et derrière, il y a une course d'influence et des jeux d'acteurs entre les différents pays. La solution qui est retenue par le Kenya est toujours financée, là pour le Kenya c'est la France, c'est l'AFD qui l'a financé. Oui. C'est un prêt versus... C'est pas un don, hein. C'est un prêt versus don. On annonce don, mais derrière c'est un prêt. Oui, bien sûr. Et donc, comme toujours d'ailleurs. Donc concrètement, aujourd'hui, nous avons ce problème. Est-ce que nous avons besoin... Allez-y très rapidement. Est-ce que nous avons besoin justement de dépenser autant d'argent pour organiser des élections? La réponse est non. Pour la simple bonne raison que nous disposons dans chaque pays des capacités propres permettant d'organiser ces scrutins. Des capacités propres permettant d'organiser ces scrutins. En tout cas, vous faites la référence à la fabrication, n'est-ce pas, des élections sur le continent. Est-ce que nous devons désormais les rendre moins coûteuses? Quel doit être le rôle de chaque maillon de la chaîne de fabrication électorale, notamment le rôle des cours constitutionnels et des conseils constitutionnels sur le continent? On en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.